Tout sur elle. 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 Bienvenue dans Tout sur elle, un podcast sur la santé physique, mentale et sociale des femmes, pour les femmes et celles et ceux qui les entourent, bref, pour tout le monde. C'est un podcast d'Anna Roy. Salut Anna. Salut Nina. Anna Roy, t'es sage-femme. Depuis plus de 10 ans, t'es engagée, l'autrice de plein d'ouvrages sur la santé des femmes et la maternité. Aujourd'hui, ensemble, on va parler fertilité et pour ça, on accueille Marion Vallée. Salut Marion. Salut. Tu es sage-femme, directrice de l'Institut de formation à la fertilité destiné aux professionnels de la santé. Aujourd'hui, on t'a invité parce que, en fonction de notre âge, en fonction de notre situation, les auditrices vont se reconnaître, je pense. On peut avoir la désagréable sensation que notre horloge biologique fait tic-tic. C'est peut-être les remarques de la tante quand on va déjeuner le dimanche qui dit « Alors, c'est pour quand ?» ou toutes ces histoires que vous entendez de personnes qui sont en PMA ou des amis qui galèrent à tomber enceinte. Bref, il y a une petite question qui commence à monter doucement, une petite musique. Comment savoir si je suis fertile ? Surtout à l'heure où on sait, c'est dit aux informations, que la fertilité diminue d'après plein d'études scientifiques. Avant de venir à notre sujet du jour, Marion ou Anna, est-ce que vous pouvez me donner une définition de la fertilité ? La fertilité, c'est avant tout un état de bonne santé, en fait, de la femme et de l'homme. Mais on va parler aujourd'hui spécifiquement de la femme. Et cet état de bonne santé qui lui permet d'avoir une ovulation de bonne qualité. Puisqu'en fait, l'ovulation, c'est un processus qui n'est pas nécessaire à notre survie, comme on l'imagine bien, et qui va être le premier impacté par une santé qui n'est pas forcément optimale. Et l'infertilité, à l'inverse ? L'infertilité, c'est l'incapacité à concevoir. Et donc, cette infertilité réside dans plein de paramètres, puisque la fertilité, j'ai parlé de l'ovulation, mais ça n'est pas le seul marqueur de fertilité féminin. Et l'infertilité est un fait, est une situation qui plonge le couple dans l'attente d'un enfant qui ne vient pas. Est-ce qu'il y a un moyen de savoir si on est fertile autre que essayer de tomber enceinte ? Excellente question, et c'est vrai que de nombreuses femmes se posent cette question, comment est-ce que je peux savoir si je suis fertile sans forcément avoir le souhait de concevoir dans l'immédiat, mais cette question qui peut être là depuis déjà longtemps, parfois depuis la puberté, est-ce qu'un jour je serai maman ? Et cette question est complètement légitime, et on a beaucoup de méconnaissances, beaucoup de lacunes sur ce sujet, c'est pour ça vraiment que j'ai à cœur de transmettre sur cette thématique. Il y a plein de signaux que le corps nous donne, qui nous renseignent sur la faim, le ventre qui gargouille, sur la fatigue, on se frotte les yeux, surtout les enfants, on se frotte les yeux, on a les yeux brillants, etc. On a aussi des signaux du corps qui nous renseignent sur la fertilité, mais on ne les a pas appris. Alors qu'en fait, chaque jour, on peut faire un espèce d'état des lieux de fertilité. Est-ce qu'aujourd'hui je suis fertile ou infertile, sans forcément avoir le projet de grossesse, mais être capable de répondre à cette question. Est-ce que c'est des signes qu'on a vraiment cycle par cycle, ou est-ce qu'on peut aussi se poser la question, est-ce que je suis fertile tout court un peu ? Est-ce que c'est une question qu'il est presque même légitime de se poser, ou c'est un peu plus compliqué que ça ? Il y a une fertilité globale. Est-ce que je suis fertile au global ? Est-ce que je vais réussir un jour à concevoir ? Et est-ce que je suis fertile jour après jour ? Il y a une fertilité, je fais la distinction effectivement entre cette fertilité globale et la fertilité du cycle. Parce que dans un cycle, en fait, on a une phase fertile et des phases infertiles. Donc, on a déjà une fertilité et une infertilité au sein du cycle, ce qui ne veut pas dire que quand on est infertile au sein de ce cycle, on est infertile tout le temps. Et juste pour revenir, Marion, tu disais que c'était un signe de bonne ou de mauvaise santé. J'imagine, quand on est auditrice, on se dit, zut, moi j'ovule pas bien, j'ai un SOPK, j'ai une endométriose qui, je sais pas, j'ai ceci, j'ai cela, je suis très fatiguée, etc. Ou je suis peut-être trop maigre ou en surpoids, etc. Donc ça veut dire que si je n'ovule pas bien, je suis en mauvaise santé ? Je dirais plutôt que si je suis en mauvaise santé, je n'ovule pas bien. Okay. Et donc si je suis en mauvaise santé, je n'ovule pas bien. Et si je n'ovule pas bien, ça va pas m'aider à être en meilleure santé. Mais tu veux dire que c'est forcément le signe de la mauvaise santé ? Non, quand même pas, si. En fait, l'ovulation, c'est tellement sophistiqué comme processus que dès qu'il y a un petit grain de sable dans l'engrenage de notre état de santé, ça vient altérer des fonctions. Ça ne veut pas dire qu'on va être malade si on dysovule, si on a un trouble d'ovulation. Mais sur le long terme, en fait, une ovulation de mauvaise qualité, ça va créer un déséquilibre hormonal entre nos œstrogènes et notre progestérone, mais on y reviendra sûrement. Et ce déséquilibre hormonal, s'il est ponctuel, il ne va pas être gênant. Mais s'il est sur le long cours, il peut commencer à causer des troubles et parfois des maladies. Donc, ce n'est pas parce que dans le cycle du moment, j'ai une mauvaise ovulation, je serai malade. Non. Mais par contre, si je suis malade,
Donc, tu mentionnais, Anna, l'endométriose, le SOPK, ou parfois un problème de thyroïde ou autre chose, ou alors je fais trop de sport ou pas assez, j'ai un poids qui est excessif ou insuffisant. Ça va être des facteurs de mauvaise ovulation, qu'on appelle dysovulation, et donc de déséquilibres hormonaux. Et quand on dit hormones, en général, les femmes, elles associent le mot hormone à quelque chose de super négatif. Parce qu'en fait, elles se disent « Ah, mais moi, j'ai mes hormones, quelle horreur !» Parce qu'en fait, il y a tellement de femmes qui sont en déséquilibre hormonal que hormone est associé à quelque chose de négatif. Et aussi, peut-être que toi, là où tu veux rassurer les auditrices, Anna, je te connais, c'est leur dire que c'est pas de leur faute, peut-être. Enfin, je veux dire, on peut avoir une maladie, être en mauvaise santé, avoir des problèmes de fertilité. Aucune de vous n'est en train de dire c'est de votre faute. Voilà, et puis aussi... Et ne culpabilisez pas. Voilà, et qu'est-ce que c'est la mauvaise santé, quoi, pour pas non plus trop inquiéter et pas se dire « Oh, ça y est, j'ovule mal, donc c'est que je vais mourir dans les 10 ans. » C'est ça que je veux, que les choses soient vraiment claires dans la tête des auditrices. Oui, on a dit que l'ovulation, c'était pas nécessaire pour notre survie. Voilà, donc ça, c'est une information à garder, effectivement. Et là, moi, ce que je trouve super positif là-dedans, c'est de se dire que on a les moyens de chercher à optimiser aussi notre ovulation. Mais on a tellement appris, et nous, sages-femmes aussi, que l'ovulation, c'est nécessaire pour concevoir et un point final. Et que finalement, si on veut pas concevoir, ça sert à rien d'ovuler. Donc, faisons disparaître cette ovulation et on a enlevé la majorité des problèmes féminins. Qu'en fait, on a du mal à comprendre que finalement, cet équilibre hormonal est indispensable pour aller bien. Avant d'arriver aux choses qu'on peut faire pour améliorer sa fertilité, comment on fait pour savoir si on est fertile ? D'abord, au global, est-ce qu'on peut faire une prise de sang, des tests, une échographie pour avoir une idée de son état de fertilité ? Ce serait très séduisant, effectivement, d'avoir un petit examen facile d'accès. On va au labo du coin ou alors on achète un kit sur Internet chez soi et on fait son test. Et le test nous révèle que c'est feu vert, feu rouge ou feu orange. Malheureusement, c'est plus complexe que ça puisque la fertilité, elle repose sur plusieurs facteurs. On a parlé de la qualité de l'ovulation, mais il y a aussi la perméabilité des trompes. Il y a aussi la qualité de l'endomètre, donc qui est la muqueuse utérine. Il y a la qualité du col de l'utérus et du mucus cervical, la glaire cervicale. Et il y a aussi, bien sûr, le paramètre masculin, donc la qualité du spermogramme. Donc répondre à la question « est-ce que je suis fertile ?» nécessiterait d'aller explorer tous ces paramètres pour donner une réponse suffisamment précise. Et quand bien même on puisse brandir le drapeau vert en disant « super, tout va bien, RAS », ça ne veut pas dire que ça marchera ni vite, ni bien. Donc, on peut donner des réponses, mais qu'est-ce qu'on en fait derrière ? Donc moi, je vois des instituts qui disent aux femmes « vous venez, on vous prend en charge 1 heure, on fait une prise de sang, on fait l'échographie, et on vous dira ». Donc ça, malheureusement, ce n'est pas du tout suffisant. Bah oui, ça peut être en fait, ça peut faussement rassurer des personnes ou au contraire inquiéter en disant « Ouh là là, ça va pas du tout ». Alors il y a des facteurs sur lesquels, de façon intangible, on se doute bien que si les trompes sont bouchées, ils pourront pas concevoir spontanément. Mais se baser sur une photographie à l'instant T n'est pas satisfaisante puisqu'on a dit, par exemple, l'ovulation, c'est un processus tellement sophistiqué et tellement lié à notre mode de vie qu'on peut avoir une ovulation ratée pour un cycle, et au cycle d'après, une ovulation réussie. Donc si on fait son test au cycle avec ovulation ratée, parce qu'on a été stressé, on a mal mangé, on a mal dormi, etc., ou on a eu le virus du moment à ce moment-là, en fait, on va avoir une fertilité qui est vraiment déplorable. C'est le cas notamment pour les hommes, parce que les hommes, ils ont la chance d'avoir un score, un spermogramme, c'est un examen unique, qui les renseigne sur leur fertilité. Ils font leur examen, c'est rapide, le résultat, c'est quasi instantané, on leur dit, voilà l'état de votre fertilité. Voilà, c'est plié. Donc si c'est bon, ils se disent, super, tout va bien, c'est pas mon problème. Si c'est moyen, ils se disent, bon, il y a peut-être un truc, ou alors ils disent, oh, ça va, ça passe quand même, et si c'est pas bon, ils disent, c'est de ma faute, oh là là, quelle horreur, et avec les conséquences. Alors que les autres paramètres sont féminins, et il n'y a pas de score. Donc il y a plein de sociétés qui se lancent dans des scores, où on va essayer d'associer tous ces paramètres pour sortir une espèce de pourcentage de réussite potentielle, mais qui est tellement lié à l'instant T, tout comme le spermogramme. Et bon, l'épisode parle des femmes, mais pour les hommes qui nous écoutent, si votre spermogramme n'est pas bon, ça ne veut pas dire qu'il est jamais bon. Ça veut dire qu'au jour où on l'a fait, il n'était pas bon. Donc c'est aussi ça qui est important. Donc du coup,
Est-ce que les tests de fertilité pour les femmes, ça existe, oui ou non? Parce que ça a été notamment beaucoup évoqué au moment où Macron a parlé de réarmement démographique. On a parlé de tests de fertilité en face. Est-ce qu'on peut compter donc les follicules? Est-ce que ça sert à quelque chose de les compter en faisant une échographie? Enfin, qu'est-ce qu'on en pense de tout ça, des tests de fertilité? Alors moi, en fait, dans mes études de sage-femme, et je pense qu'Anna, tu diras la même chose, on nous a dit la clinique prime sur la paraclinique. Et ce qui veut dire que c'est les symptômes du corps qui sont plus importants que les examens. Malheureusement, en gynécologie, c'est souvent la paraclinique qui prime sur la clinique. Et c'est vraiment pour ça que La paraclinique, c'est les examens complémentaires. Prise de sang, échographie, radio, etc. C'est tous les examens qui viennent au service de la médecine pour nous renseigner sur les symptômes. Est-ce qu'ils appartiennent à une maladie ou pas? Et en fait, en gynécologie, et plus particulièrement dans la médecine de la reproduction, on se base quasi exclusivement sur des examens complémentaires. Et donc, ça nous donne une vision qui n'est pas forcément une vision instantée et qui est décorrélée de la clinique, c'est-à-dire des symptômes. Alors que c'est vraiment tellement important déjà pour la femme de savoir où elle en est, et on va en parler. Et alors pour l'homme, on est plus limité parce que au niveau clinique, on a peu de choses à dire sur la fertilité masculine, mais pour ce qui est de la femme, on a déjà énormément de choses à évaluer qui serait bien plus pertinent que d'aller se lancer dans des examens complémentaires, coûteux, stressants, parfois très douloureux ou désagréables. Enfin, donc le comptage folliculaire, cette histoire de compter les follicules, pourquoi pas? Simplement, pour ovuler, il en faut 1. Donc, qu'est-ce qu'on va faire d'un résultat qui va nous dire, au lieu d'en avoir 20 comme on l'attendait, on en a 10? C'est comme les spermatos. Au lieu d'en avoir des millions, on en a un demi-million. Il en faut 1. Alors oui, ça va nous dire que la fertilité est moins bonne que l'optimale, mais on sait que c'est 1 et 1. Donc, voilà. Quelle conclusion on peut tirer de quel examen, en fait? C'est ça qui est finalement une question importante. Qu'est-ce qu'on va faire de la conclusion? Et ce que tu soulèves aussi, c'est que dans tous les cas, c'est stressant pour les femmes, c'est une énorme charge de se poser ces questions-là. Et il y a un facteur sur lequel personne ne peut jouer, c'est l'âge. À partir de quel âge, dans tous les cas, au global, en général, en moyenne, la fertilité décline? En fait, on a un croisement à partir de 30 ans, entre 30 et 35 ans, entre la décroissance du nombre de follicules et l'augmentation du nombre de follicules de mauvaise qualité. Et cette courbe se croise juste après 30 ans. Alors, c'est inquiétant et rassurant, c'est-à-dire que c'est pareil, c'est comme l'histoire des 20 follicules ou 10 follicules, en fait, il en faut 1. Et on sait très bien qu'il y a des femmes qui se retrouvent enceintes à 40 ans, spontanément, et il y a des femmes qui, à 20 ans, sont en train de galérer. Bon, donc, oui, effectivement, il y a bien une baisse de fertilité avec l'âge. Et ça, il faut en avoir conscience, parce que plutôt que de reporter un projet en disant « oui, je sais que je vais être maman un jour », un jour, c'est quand? Et que chacune d'entre nous se pose la question « quand est-ce que j'ai envie d'être maman ?» Et déjà, si un jour j'ai envie d'être maman, c'est déjà une première question. Est-ce que je veux des enfants? Si la réponse est non, le sujet est mis de côté, il faut faire en sorte que ça n'arrive pas. Si la réponse est oui, quand est-ce que je m'imagine maman? Si vous vous imaginez maman à 40 ans, sachez que oui, vous aurez plus de difficultés statistiquement qu'une femme de 20 ans de concevoir spontanément. Mais statistiquement. Il y a beaucoup de femmes peut-être qui pensent que la congélation des ovocytes, et notamment parce qu'elle a été facilitée en France aujourd'hui, ça peut être une solution pour permettre ce report. Est-ce que c'est une solution envisagée, oui ou non? Alors oui, c'est vrai que c'est séduisant de se dire on va prélever en fait des conditions de jeunesse le plus longtemps possible pour permettre une grossesse la plus facile possible. Alors moi, ce qui me pose un problème avec la congélation des ovocytes, c'est premièrement de faire croire à la femme que parce qu'elle a mis de côté des ovocytes jeunes, elle concevra plus facilement. Deuxièmement, de lui faire penser que la médecine a la réponse et que la médecine lui permettra, quoi qu'il en soit, d'avoir un enfant, ce qui est malheureusement pas forcément le cas. Et enfin, de lui permettre de s'imaginer que parce que ses ovocytes sont jeunes, quel que soit l'âge de son corps pour porter la grossesse, elle sera dans des conditions de l'âge pour lesquelles elle a prélevé ses ovocytes. Donc une grossesse, même avec un ovocyte jeune qui a été congelé à 35 ans, est une grossesse plus compliquée statistiquement. C'est-à-dire qu'on sait qu'il y aura plus de morbidité, c'est-à-dire qu'il y aura plus de pathologies de la grossesse, comme un diabète gestationnel, de l'hypertension, un accouchement plus précoce, etc. Donc il faut aussi avoir conscience de ça et pas dire à la femme « mais on a la solution, ne vous inquiétez pas, vous voulez un enfant à 40 ans, on va vous le donner ». Non, c'est faux. On sait qu'en médecine, on ne peut pas tout et on sait très bien que la procréation,
Il y a des choses qui nous échappent. Il y a malheureusement beaucoup trop de couples à qui on dit tout va bien, on ne sait pas ce que vous avez et on n'y arrive pas. Donc vous n'avez pas de diagnostic, donc la médecine ne trouve pas de diagnostic et on n'arrive pas à vous donner une grossesse. Donc on ne peut pas faire croire aux femmes en leur disant vous vous inquiéterez de la grossesse à 40 ans. En fait, c'est un peu comme l'histoire de constituer un petit pécule et de le placer dans un marché financier. Vous dites, voilà, je fais le pari que, effectivement, je mets ce pécule et j'espère le retrouver. C'est peut-être vous allez le retrouver et c'est super, mais peut-être vous n'allez pas le retrouver. Il faut juste que les femmes, effectivement, aient conscience que on l'espère de tout cœur, mais malheureusement, c'est pas une science exacte. Il faut juste pas mentir aux gens, mais effectivement, peut-être vous allez le retrouver. C'est tout. C'est comme ça, c'est comme un placement financier, c'est pareil. Oui, à très haut risque. Pas à très haut risque, à risque. À risque. À partir de quel moment, du coup, je dois essayer de savoir si je suis fertile? Est-ce que je dois essayer de savoir si je suis fertile avant d'avoir envie d'avoir des enfants? Est-ce que je dois essayer de savoir si je suis fertile au moment où j'ai envie d'avoir des enfants? Enfin, je pense que c'est aussi... les femmes font des études plus longues, elles font des carrières plus compliquées, il y a des questions de précarité qui font qu'elles repoussent aussi le projet d'enfant. Et en fait, beaucoup ont juste envie de se dire... est-ce que j'ai encore quelques années? Est-ce que je peux me permettre de réfléchir encore un peu? À partir de quel moment elles doivent quand même se dire non, là, faut se poser des vraies questions. Il n'y a pas de réponse unique, c'est-à-dire que, en fait, est-ce que le fait d'être rassurée sur sa fertilité, qu'est-ce qu'elle va en faire après? Est-ce qu'elle va se dire c'est bon, ça me laisse encore du temps, et donc elle va laisser courir le temps? Ou est-ce qu'elle va se dire ok, ma fertilité n'est pas super géniale, je vais peut-être m'y mettre maintenant? Ça dépend. En fait, ça c'est individu dépendant, c'est-à-dire que il y a pas de... Moi, je ne dis pas il faut s'y mettre à 30 ans et se dire est-ce qu'à 30 ans je suis fertile et agir en fonction de est-ce que je suis fertile ou pas, puisque de toute façon on n'aura pas toutes les réponses, on ne va pas faire toute la batterie d'examens possible. Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut faire pour préserver sa fertilité dans un truc plus positif peut-être? Est-ce qu'il y a des comportements à adopter pour essayer puisque fertilité est proche de santé, est-ce qu'il y a des choses qu'on peut faire pour essayer d'avoir un corps le plus prompt à être fertile, en fait? Tout à fait, on peut avoir un mode de vie sain, comme on l'entend beaucoup dans tout un tas d'autres recommandations, mais une alimentation qui va être équilibrée, sans en faire non plus une psychose, en mangeant de tout, de façon variée, en ayant un sommeil suffisant, parce qu'on sait par exemple que les femmes qui dorment au moins 8 heures par nuit ont une amélioration du dialogue cerveau-ovaire pour ce qui est de la fertilité. Gérer son stress aussi, si on est quelqu'un de stressé, alors on est tous plus ou moins stressés, en fonction de notre mode de vie, on passe notre journée à courir d'un truc à l'autre, etc. Donc apprendre à gérer son stress plutôt que de se dire je vais avoir un mode de vie non stressant, c'est impossible. Enfin en tout cas moi je ne sais pas comment faire, donc plutôt apprendre à gérer son stress. Et puis avoir de l'activité physique. En fait, vous voyez que ces paramètres-là d'hygiène de vie, de mode de vie, c'est global, c'est complètement logique. En fait, si on a un corps en bonne santé, il y a de grandes chances qu'on ait une bonne fertilité. C'est ça qui est rassurant aussi dans l'autre sens, parce que ces deux paramètres sont interconnectés. On a parlé de fertilité globale et d'état de santé. Est-ce qu'on peut aussi avoir une indication de sa fertilité cycle par cycle, puisque tu disais aussi qu'elle pouvait varier et qu'on pouvait que mesurer la fertilité à un temps donné? Oui, tout à fait. Effectivement, on a dit donc que dans les paramètres de fertilité féminin, il y avait l'ovulation de bonne qualité, la perméabilité des trompes, la qualité de l'endomètre et la qualité du col de l'utérus avec la présence de mucus cervical. Comment la femme est capable de répondre à ces 4 paramètres? Alors, on a dit que les trompes, on les mettait de côté parce qu'on n'a pas la capacité de se dire oui, moi, mes trompes, c'est bon, je sais, elles sont débouchées. Mais pour les 3 autres points, tout simplement déjà en vérifiant si on a des règles normales. Des règles normales, ça doit répondre à des critères vraiment précis. Et en observant donc la périodicité de ces règles, déjà, on a une indication sur la qualité de l'endomètre. Parce qu'en fonction de la longueur des règles, en fonction de la couleur des règles, en fonction de l'abondance des règles, en fonction de la présence ou non de caillots, on a des indicateurs qui nous disent les règles sont normales. Petit rappel qu'on a consacré un épisode entier aux règles, qu'on vous mettra en description, qui va vous aider aussi à comprendre ce que sont des règles normales ou pas.
Autre indicateur qui va être important à observer, c'est la phase fertile, la fameuse phase fertile, puisqu'il y en a une seule, et c'est la phase en fait de mucus cervical. C'est la phase pendant laquelle la femme a un écoulement qui n'est pas rouge. Et cette phase, elle dure 6 jours à peu près, 5-6 jours, et elle va nous renseigner sur l'ovulation et sur la qualité du mucus cervical, donc sur les 2 autres indicateurs. Et il y a 2 autres phases en plus des règles et de la phase de mucus cervical qui ont une description assez précise pour que la femme, déjà, dans un cycle donné, soit capable de dire mon cycle se déroule de façon normale parce que mes 4 phases semblent normales. Et c'est déjà super rassurant. Donc en fait, cycle après cycle, la femme va pouvoir développer une connaissance de son cycle, une connaissance de sa fertilité et de son infertilité dans le cycle pour pouvoir adapter aussi les rapports sexuels en fonction de la période. Parce que quand on se lance dans un projet bébé et qu'on se dit voilà, on va pas trop faire attention, on va faire un peu au feeling, il y a certains couples, au feeling, ils tombent jamais au bon moment. Parce que il y a certains couples au sein desquels la sexualité, il y a très peu de rapports, et quand il y a des rapports, ils sont pas au bon moment. Alors, c'est pas grave si on n'a pas de projet imminent de bébé, mais si on a un projet depuis déjà un certain temps, ça va commencer à poser un souci, tout simplement parce que les rapports ne sont pas au bon moment. Donc, quand la femme observe ces différentes phases, elle va pouvoir viser, entre guillemets, la phase de fertilité, et en fait, on double les chances. Et ça, c'est vraiment la science qui le dit, et c'est énorme de se dire qu'on double ses chances. Ça vient rassurer aussi, peut-être s'il y a eu des inquiétudes au début de l'épisode, sur le fait que, en fait, là, on peut être vraiment acteur et optimiser aussi, tout simplement, en visant la bonne phase du cycle. Et justement, observer son cycle, on va y consacrer un épisode en entier pour vous essayer de vous donner les clés, toujours avec toi, Marion. Rendez-vous dans le prochain épisode, et d'ici là, prenez soin de vous. C'était Tout sur elle, un podcast d'Anna Roy, présenté par Nina Pareja, produit et réalisé par Slate Podcast, à la direction éditoriale Christophe Caron, à la production éditoriale Nina Pareja, musique Victor Benamou et Johanna Lalonde.